L'Union européenne a besoin d'un plan social audacieux pour revitaliser le pacte vert. La politique migratoire de l'Union doit être revue, surtout en ce qui concerne les accords financiers avec les pays autocratiques. Tels sont les points soulevés par Nicolas Schmit, le chef de file des socialistes et démocrates aux élections européennes et notre invité dans The Global Conversation. Monsieur Nicolas Schmit, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à cette émission. Après avoir été chargé pendant 5 ans de l'emploi et des droits sociaux sous la direction d'Ursula von der Leyen, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à la présidence de la Commission européenne ? Ces 5 dernières années, nous avons essayé de donner la priorité aux questions sociales, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je crois que c'est le bon moment pour que la social-démocratie retrouve la présidence de la Commission européenne. Parce que cela fait maintenant 25 ans que la Commission est dirigée par des présidents conservateurs. Il est temps de changer. D'après les sondages, les priorités des citoyens sont précisément les questions sociales chères aux socialistes, protection de l'emploi, économie plus inclusive, lutte contre la pauvreté. Alors pourquoi l'extrême droite séduit-elle encore autant d'électeurs et pourquoi les socialistes et démocrates arrivent-ils toujours en deuxième position dans les sondages ? Nous traversons une période très incertaine. Elle est incertaine pour différentes raisons. Nous sortons d'une crise majeure, la pandémie de Covid-19 est encore récente, et l'économie ne s'est toujours pas complètement rétablie. De très nombreux citoyens européens ont connu des moments très difficiles en raison de l'inflation. Et nous faisons face à une guerre en Europe. Je pense donc que cette incertitude ainsi que le thème de l'immigration sont désormais au cœur des débats. Enfin, les partis d'extrême droite jouent sur la peur. Ils ne proposent rien, mais ils jouent sur la peur. Je pense que c'est ce qui crée cette situation particulière. Mais nous avons encore quelques semaines devant nous pour montrer qu'il ne s'agit pas de peur, mais de confiance. Et comment le programme des socialistes démocrates peut-il donner aux électeurs ce sentiment de confiance et de sécurité ? Tout d'abord, je pense que nous sommes très clairs sur les questions sociales. Nous voulons poursuivre une politique sociale très active. Nous devons réunifier nos sociétés. Il s'agit de cohésion sociale, de justice sociale. La deuxième question est de combiner la politique sociale et le pacte vert. Je pense que nous devons insister davantage sur la dimension sociale du pacte vert, ainsi que sur sa portée économique et industrielle. Cela fait partie de notre programme. Et le troisième point sera d'affirmer clairement notre engagement fort en faveur de la démocratie. Ces dernières années, vous avez approuvé de nouvelles directives, salaire minimum adéquat, travail sur les plateformes numériques, transparence des salaires, mais elles ont été édulcorées par les gouvernements. Comment faire en sorte que les législations les plus innovantes aient un véritable impact dans la vie des gens ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'elles aient été édulcorées. En particulier les directives sur le salaire minimum, qui a même été renforcée par le Parlement européen, notamment en ce qui concerne la négociation collective, qui est un aspect très important. Quant à la directive sur les plateformes numériques que vous avez mentionnée, c'est vrai qu'elle a été un peu adoucie. Je pense que c'est ainsi que fonctionne l'Union européenne. Nous fonctionnons souvent sur la base de compromis et aucune proposition émanant de la Commission n'est adoptée purement et simplement telle qu'elle a été proposée. C'est ainsi que fonctionne l'Europe. Pensez-vous qu'augmenter les subventions pour l'industrie, être plus audacieux comme les États-Unis et la Chine pour protéger nos industries et nos emplois, des emplois de qualité comme vous l'avez mentionné, est quelque chose qui ne serait possible que par le biais d'un fonds d'investissement ?
Il faut cibler les soutiens et les subventions, notamment pour un certain nombre de développements technologiques, pour l'innovation, pour la transformation des procédures et des produits innovants sur le marché. Processes and products into market processes or products. I'm not against subsidies. Je ne suis pas contre les subventions, mais je ne pense pas que ce soit le seul moyen de rester compétitif. Is by subsidization. I would not say that. Now, obviously, Europe needs. Il est évident que l'Europe a besoin d'une capacité d'investissement, car les États-Unis et la Chine dépensent d'énormes sommes d'argent. Si l'on regarde les montants investis par les États-Unis dans l'intelligence artificielle et dans certaines autres technologies, y compris les technologies vertes, l'Europe est loin derrière. In certain technologies, including green technologies, we are far behind. Je pense que nous devons faire plus. Nous avons besoin d'une plus grande capacité d'investissement. Car sinon, l'Europe ne suivra pas. Elle ne pourra pas être à la pointe dans ces secteurs comme elle devrait l'être. Keeping up or even leading certain industries which we should. L'ombre d'une guerre commerciale avec la Chine plane toujours. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'elle était prête à utiliser tous les outils possibles pour assurer la défense commerciale de l'Union. Pensez-vous qu'il existe un risque de guerre commerciale avec la Chine? Et comment pourrions-nous lutter contre leurs subventions et leurs pratiques déloyales? Certes, la Chine est aujourd'hui un acteur important de l'économie mondiale, mais elle ne respecte pas un certain nombre de règles. Nous avions espoir qu'elle s'y conforme dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, mais celle-ci est très affaiblie. Une guerre commerciale ne profite à personne. Mais en même temps, l'Europe ne doit pas être naïve et nous devons défendre nos intérêts, surtout lorsque nous avons le sentiment que la Chine ne respecte pas les règles, en utilisant par exemple des pratiques de subvention et de dumping. L'Europe doit être plus audacieuse et beaucoup plus active et rapide. Y compris avec des sanctions et des mesures plus ciblées? S'il y a un problème de dumping, comme c'est le cas pour certaines technologies, notamment les technologies vertes, comme les panneaux solaires, nous attendons trop longtemps. Nous ne réagissons pas assez rapidement. Je pense donc que l'Europe, dans ce nouveau contexte mondial, doit être plus audacieuse. Mais en même temps, je pense que nous devons maintenir le dialogue avec la Chine. Ils investissent et créent des emplois. Êtes-vous inquiet du type d'emploi et d'investissement qu'ils réalisent? Certains États membres sont très favorables aux investissements chinois. Oui, je sais, surtout en ce qui concerne les voitures. La Hongrie attire maintenant beaucoup l'industrie automobile chinoise. Mais je ne suis pas inquiet. Les entreprises européennes continuent d'investir massivement en Chine. Et nous ne pouvons pas dire « nous investissons chez vous, mais vous ne pouvez pas investir ici ». C'est toujours une question de réciprocité. Et c'est cette réciprocité qui doit être mise au centre de nos relations avec la Chine. Parlons d'un autre secteur d'activité. Si je ne me trompe pas, vous rêviez d'être agriculteur quand vous étiez enfant. Les agriculteurs ont été au cœur des grandes manifestations récentes contre la nouvelle réglementation visant à protéger la biodiversité et à accélérer l'action climatique. Quelle est votre stratégie pour gagner leur confiance? Au cours des dernières décennies et des dernières années en particulier, nous avons constaté que les revenus des agriculteurs ont diminué. Leurs coûts de production ont subi des hausses considérables, mais leurs revenus et leurs prix n'ont pas reflété ces augmentations. Je pense que nous devons réfléchir à la pertinence d'un fonctionnement purement axé sur le marché, car en fin de compte, il pénalise un très grand nombre d'agriculteurs. Les petits et moyens agriculteurs rencontrent de grandes difficultés en ce moment. Faut-il leur apporter plus de soutien technologique et financier? C'est une autre question. Comment soutenir la transformation de notre industrie agricole, de notre agriculture? L'introduction de la technologie est importante,
L'intelligence artificielle se développe rapidement. Nous devons nous demander comment les agriculteurs peuvent-ils être soutenus par l'intelligence artificielle ou par d'autres moyens technologiques. Enfin, il y a la question de la bureaucratie. Si un agriculteur passe plus de temps au bureau que sur le terrain, ce n'est pas normal. Mais en fin de compte, les agriculteurs ont tout intérêt à ce que le pacte vert soit équitable, socialement équitable et économiquement équitable. Je voudrais maintenant parler du nouveau pacte sur l'immigration et l'asile, une législation très complexe qui a pris 2 ans. Ce pacte pourrait contribuer à créer plus d'emplois grâce aux migrants économiques, alors que la population de l'Europe vieillit, mais il met beaucoup l'accent sur l'externalisation. Il comprend des accords avec des gouvernements autocratiques en Tunisie, en Égypte, en Mauritanie. Cette dernière, d'ailleurs, profite beaucoup à l'Espagne qui a un Premier ministre socialiste. Que pensez-vous de cet aspect du pacte migratoire? Pensez-vous qu'il serait préférable de créer des voies légales pour que ces personnes puissent venir ici et contribuer à l'économie européenne? Je suis assez réticent à l'égard de ces accords, qui doivent encore faire la preuve de leur efficacité. Nous dépensons actuellement d'énormes sommes d'argent que nous donnons à différents régimes ou gouvernements, comme le gouvernement tunisien. Nous savons que les autorités tunisiennes traitent très mal les réfugiés. Nous avons également un problème avec la Libye, qui n'a toujours pas de véritable gouvernement. Il y en a 2 en quelque sorte. Nous avons la question de l'Égypte. Je suis donc assez réticent à l'égard de ces accords. Voudriez-vous les réviser, voire les annuler? Je pense qu'il faut les réviser pour essayer de faire les choses différemment. Parce que nous ne savons pas non plus exactement comment l'argent est utilisé. C'est un autre problème. J'ai entendu dire qu'il y avait par exemple un accord avec le Liban pour éloigner les Syriens de l'Europe. Personne ne sait exactement comment l'argent sera dépensé au Liban, étant donné la situation du gouvernement libanais, qui est un gouvernement assez faible, et la présence du Hezbollah et d'autres influences. Pour vous, il s'agit donc plutôt de superviser les accords, mais l'Europe ne s'orientera pas vers un modèle comme celui du Royaume-Uni ou du Rwanda, n'est-ce pas? L'Italie a conclu des accords avec l'Albanie, par exemple. Je suis absolument contre ce que nous appelons le modèle rwandais. Il va à l'encontre des droits fondamentaux qui constituent les fondations de l'Europe. Ainsi, le fait de déléguer le traitement des réfugiés au Rwanda, par exemple, À l'Albanie? ou à l'Albanie, c'est une question de non-respect de la dignité humaine. Parlons un peu de la situation au Moyen-Orient. Nous constatons que le gouvernement israélien ne tient plus compte des exhortations de ses alliés à arrêter les opérations à Gaza, notamment dans la ville de Rafah. L'Union européenne est accusée de faire 2 poids 2 mesures en n'imposant pas de sanctions, en ne suspendant pas ou en ne révisant pas l'accord d'association. Que devrait faire l'Union selon vous? C'est une question à laquelle nous ne pourrons pas échapper éternellement. Parce que si cela continue, si toute solution politique est exclue, si toute voie vers un cessez-le-feu est exclue, que restera-t-il alors? Nous devons donner un signal fort. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a actuellement un problème de 2 poids 2 mesures, et ce n'est pas acceptable. Et ce ne sont pas seulement nos jeunes qui nous critiquent, mais aussi de nombreuses autres régions du monde. Je suis donc tout à fait favorable à une approche plus stricte. La position de l'Union vis-à-vis de l'Ukraine a aussi été qualifiée d'ambivalente. Pensez-vous que l'Union européenne, à elle seule, pourra aider l'Ukraine si Donald Trump est le prochain président des États-Unis?
Je pense que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Dire que l'Europe n'est pas capable de le faire est une invitation supplémentaire à Vladimir Poutine. Nous devons donc faire tout ce qu'il faut. En ce sens, nous devons mobiliser davantage de ressources. Nous devons accélérer notre production, en particulier de munitions, mais aussi d'autres équipements. Ce n'est pas facile car le temps presse. Il existe donc une volonté politique de créer une stratégie européenne de défense et de sécurité, mais le cœur du problème est toujours de savoir d'où viendra l'argent et quelle sera la meilleure solution pour obtenir plus de ressources pour financer notre système de défense. L'Europe est menacée et les gens ne se rendent pas vraiment compte de l'ampleur du danger qui pèse sur nous. Les dernières déclarations de Vladimir Poutine sont une menace claire contre l'Europe. Je dis toujours, pourriez-vous imaginer Winston Churchill en 1940 dire « Je ne suis pas sûr de pouvoir résister aux nazis parce que je ne sais pas comment trouver un financement ». Pouvez-vous imaginer cela? Non, bien sûr. Et c'est pourtant la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi l'Europe doit maintenant passer à la vitesse supérieure. Et si le moyen d'y parvenir est d'accroître la capacité européenne, la capacité financière de soutenir et d'accélérer nos capacités de défense et de sécurité, nous devons le faire. Pensez-vous que les pays européens les moins dépensiers seront d'accord avec cela? Certains de ces pays se trouvent à la frontière avec la Russie, la Finlande, la Suède. Et en réalité, nous sommes tous à la frontière. Et je pense que c'est une question essentielle. Je dirais même d'une certaine manière une question existentielle pour l'Europe aujourd'hui. Car si Vladimir Poutine gagne cette guerre, nous aurons beaucoup de surprises, et des surprises très dangereuses. C'est pourquoi des décisions doivent être prises dès maintenant. Il ne s'agit pas de discuter du type de défense dont nous aurons besoin dans les 10 prochaines années. Nous devons prendre cette décision parce que la menace est là, maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite, au quotidien. Nous sommes maintenant proches de la date des élections. D'après les sondages, l'extrême droite devrait réaliser une poussée historique au Parlement européen. Ursula von der Leyen a déclaré que son parti, le PPE, pourrait envisager d'obtenir le soutien des ultra-conservateurs du groupe ECR. Les socialistes seront-ils automatiquement exclus d'une telle coalition? Il est impossible, et je suis très clair sur ce point, il est impossible de conclure un arrangement, un accord ou quoi que ce soit avec l'extrême droite. J'ai remarqué que le PPE fait une sorte de distinction entre une extrême droite décente et une extrême droite paria. Mais quand je regarde l'extrême droite dite décente, qui sont ces gens? Ce sont des Vox, ce sont des admirateurs de Franco, des admirateurs de Mussolini. C'est le parti Droit et Justice qui était sur le point d'abolir l'état de droit en Pologne et qui a été sanctionné par la Commission. Où est donc l'extrême droite décente? Il n'y en a pas. Et c'est pourquoi il est impossible de conclure le moindre accord pour acheter des votes. Parce que l'extrême droite est intelligente, elle ne donnera pas ses voix pour rien. Elle demandera donc des concessions sur la manière dont la politique européenne sera définie. La position d'Ursula von der Leyen sera donc moins modérée? Je ne suis pas pour un programme modéré, mais pour un programme courageux. Vous savez, il ne s'agit pas de modération. Par rapport à l'extrême droite. Oui, parce que dans une période où nous avons tant de difficultés et de problèmes, ils auraient un impact majeur sur le fonctionnement de l'Union. Leur conception de l'Europe est fondamentalement différente de la nôtre, les sociodémocrates. Mais je trouve que la conception du PPE est difficile à cerner aujourd'hui, parce que traditionnellement, elle est très liée aux anciens démocrates chrétiens. Je sais que pour les vrais démocrates chrétiens, il n'est pas possible de s'allier avec quelque forme d'extrême droite que ce soit. C'est également notre position. Je suis très clair, il n'y a pas d'entente possible.
Que pensez-vous de la possibilité que le Conseil ne suive pas le schéma habituel du candidat principal et choisisse une autre personne pour le poste? Pour tout vous dire, je ne m'engage pas dans ce genre de spéculation. Non, attendons d'abord les résultats. Après les élections, une décision devra être prise. Et je suis sûr que les pouvoirs en place diront que nous devons respecter les attentes des électeurs. Monsieur Nicolas Schmit, merci beaucoup pour votre participation à The Global Conversation. Merci.